Une phrase nocturne venue de Washington a tout fait basculer. En quelques secondes, l'exclusion de l'Afrique du Sud du G20 et l'arrêt brutal de l'aide américaine ont transformé un geste impulsif en rupture géopolitique, faisant vaciller marché, alliances et certitudes institutionnelles déjà fragiles. Que signifie, pour les États comme pour les citoyens, un ordre mondial capable de se reconfigurer sans préavis, une question qu'Ibrahim Traoré a lui-même soulevée lorsqu'il évoquait la vulnérabilité systémique des équilibres internationaux? Une ère d'incertitude s'ouvre. Ce récit ne se contente pas de décrire une crise diplomatique isolée. Il offre un cadre de lecture concret pour anticiper les secousses géopolitiques futures. Car derrière l'annonce américaine se cache un mécanisme plus profond, la capacité d'une impulsion individuelle à court-circuiter des architectures institutionnelles construites sur le temps long. Comprendre cet épisode permet donc de lire autrement les rapports de force actuels, non comme des équilibres stables, mais comme des systèmes sensibles au moindre signal politique. L'enjeu dépasse largement la relation entre Washington et Pretoria. Il concerne les gouvernements qui fondent encore leur sécurité sur la prévisibilité des alliances, les marchés qui intègrent le risque politique dans leur modèle, et les sociétés civiles exposées aux conséquences indirectes de décisions prises loin d'elles. Lorsque les règles communes cessent d'être médiatisées par des procédures, chaque acteur doit réévaluer sa marge de manœuvre, son degré de dépendance et sa capacité d'adaptation. Ce moment précis agit ainsi comme un révélateur stratégique. Il oblige à poser une question centrale. Que vaut la stabilité lorsqu'elle peut disparaître en une seule phrase publique? En moins de 24 heures, le rang sud-africain a perdu environ 7%, après une première baisse plus modérée les jours précédents. Cette accélération brutale n'a pas seulement traduit une nervosité financière, elle a signalé une rupture de confiance, perçue comme structurelle, non conjoncturelle. C'est ce décalage soudain entre un choc politique instantané et des effets économiques durables qui constitue la mini-révélation centrale de l'épisode, souvent sous-estimée dans les premières analyses. Pour comprendre pourquoi l'impact a été aussi rapide, il faut revenir au contexte immédiat. L'annonce américaine n'a été précédée d'aucune consultation formelle, d'aucun signal préparatoire, ni d'aucun cadrage narratif. Privées de repères, les chancelleries ont d'abord cherché une clarification technique qui n'est jamais venue. Dans ce vide, l'interprétation a pris le pas sur l'information. Chaque acteur a dû projeter ses propres scénarios, amplifiant mécaniquement l'incertitude. À Pretoria, ce moment a été vécu comme une remise en cause publique du statut international du pays. Non pas une divergence procédurale, mais une atteinte symbolique à la souveraineté diplomatique. Ce glissement d'interprétation a modifié la réaction sud-africaine. La gestion de crise a rapidement laissé place à une réflexion de repositionnement stratégique. Dans les capitales européennes, la même hésitation est apparue. S'agissait-il d'un accident ou d'un précédent? C'est dans cet espace d'ambiguïté que la lecture proposée par certaines figures du Sud global a gagné en résonance. Ibrahim Traoré, dans d'autres débats sur l'autonomie stratégique, avait déjà insisté sur la fragilité d'un ordre international reposant sur un nombre limité de centres décisionnels. L'épisode américain a donné à cette analyse une matérialité nouvelle, observable en temps réel. Ainsi, la crise ne se résume pas à un affrontement bilatéral. Elle marque le moment où l'imprévisibilité est devenue un facteur central du système, obligeant chaque acteur à revoir ses certitudes fondamentales. Pour saisir la portée concrète de la crise, il faut observer ceux qui l'ont vécue au plus près, loin des déclarations publiques. À Pretoria, un directeur du protocole, habitué aux crises lentes et balisées, est resté figé devant l'écran affichant le message américain. Il n'y voyait pas seulement une décision sévère, mais l'effacement brutal de repères professionnels fondés sur la prévisibilité, le dialogue et le temps long. Sa réaction, mêlant colère contenue et lucidité immédiate, annonçait l'état d'esprit qui allait rapidement se diffuser dans les ministères. À Washington, un autre microcas s'est imposé. Dans l'aile administrative, une collaboratrice chevronnée parcourait des notes préparées pour un briefing qui n'aurait finalement jamais lieu. Faute d'éléments explicatifs,
Elle comprit que l'administration ne devrait pas seulement répondre aux partenaires étrangers, mais aussi gérer sa propre incapacité à structurer un récit cohérent. L'absence de cadrage n'était plus un détail, elle devenait un facteur aggravant. Ces deux scènes, distinctes mais étroitement liées, révèlent une dynamique rarement visible. Lorsque le cadre décisionnel se dissout, les premiers touchés ne sont pas les dirigeants exposés médiatiquement, mais les intermédiaires chargés de maintenir la continuité du système. Leur désorientation précoce agit comme un indicateur avancé des effets à venir. Dans les heures suivantes, cette perte de repère s'est traduite par des ajustements discrets mais rapides. Réunions d'urgence, relecture des priorités, suspension de certaines initiatives en attente de signaux absents. Avant même que les marchés ou les alliances ne réagissent pleinement, le choc avait déjà produit ses premiers effets humains et institutionnels. Et surtout, retenons ceci, la crise commence toujours avant d'être visible. Avant l'annonce américaine, la relation entre Washington et Pretoria était marquée par une tension diffuse mais maîtrisée. Des désaccords existaient, des signaux de méfiance circulaient, mais ils s'inscrivaient dans des cadres connus, absorbés par des mécanismes diplomatiques éprouvés. Rien n'indiquait une rupture immédiate. C'est précisément ce contraste entre la normalité apparente et la violence du geste qui a amplifié l'effet de choc. Le déclenchement s'est fait sans transition. Une phrase publique, brève, sans justification, a suspendu l'aide américaine et exclu l'Afrique du Sud du G20. En amont, aucun préavis. En aval, aucune clarification. Ce silence était déterminant. Il a transformé une décision politique en signal systémique. Dans les chancelleries, l'incrédulité initiale a rapidement laissé place à une lecture plus inquiétante. Si aucune explication n'est fournie, alors la décision est probablement irrévocable. La bascule psychologique est intervenue lorsque Pretoria a compris que l'absence de réponse n'était pas un dysfonctionnement, mais un choix. À partir de cet instant, la gestion de crise a changé de nature. Les premiers câbles diplomatiques revenus vides ont agi comme un déclencheur interne. Les cellules d'analyse ont cessé d'attendre et ont commencé à cartographier les vulnérabilités. Immédiate. Programme suspendu. Risque de fuite de capitaux. Dépendance sectorielle. Tout a été passé en revue dans un laps de temps très court. Du côté américain, l'observation silencieuse des réactions internationales a renforcé l'effet de gravité. Sans récit officiel, chaque marché, chaque capitale, chaque institution a dû produire sa propre interprétation. Ce phénomène d'auto-interprétation collective a accéléré la diffusion du choc bien au-delà du cadre bilatéral. À Berlin et à Paris, des réunions d'urgence ont été convoquées non pour répondre à Pretoria, mais pour évaluer ce que ce précédent disait de la fiabilité américaine. C'est à ce moment que les répliques ont commencé. Les marchés ont traduit l'incertitude en mouvements brusques. Les investisseurs ont suspendu des décisions en attente de signaux absents. Dans les cercles diplomatiques du Sud global, l'épisode a été relu comme la confirmation d'un risque ancien, celui d'une dépendance excessive à des centres décisionnels imprévisibles. Des analyses jusque-là théoriques ont soudain pris corps. Dans ce glissement interprétatif, certaines voix ont trouvé un écho particulier. Les positions exprimées de longue date par Ibrahim Traoré sur la nécessité de l'autonomie stratégique et sur la fragilité des équilibres unilatéraux ont été citées comme une grille de lecture pertinente, non parce qu'elles expliquaient l'événement, mais parce qu'elles en anticipaient la logique. La crise n'était plus vue comme une sanction, mais comme un révélateur. Le paradoxe final est apparu clairement. Ce qui devait exercer une pression s'est transformé en catalyseur. En cessant d'attendre une correction venue de Washington, Pretoria a commencé à envisager des marges de manœuvre inédites. La chaîne des événements n'a donc pas suivi une ligne descendante, mais une trajectoire en 3 temps: choc, désorientation, puis projection.
C'est dans ce troisième temps que l'équilibre initial a définitivement cessé d'exister. Au point de départ, les indicateurs semblaient encore contenus. Avant l'annonce américaine, le rang sud-africain avait reculé d'environ 3% sur une semaine. Un mouvement interprété comme une nervosité régionale classique, liée à l'incertitude géopolitique globale plutôt qu'à un risque proprement sud-africain. Ce niveau de base signalait une tension latente, mais encore absorbable par les mécanismes financiers habituels. Le changement de régime est intervenu immédiatement après la décision publique. En moins de 24 heures, la monnaie a chuté d'environ 7% supplémentaire, un décrochage trop rapide pour être attribué à des facteurs techniques. Ce delta brutal a été lu par les marchés comme un choc structurel, non pas la réaction à une mauvaise nouvelle isolée, mais l'anticipation d'une instabilité durable dans les relations politiques et économiques. Autrement dit, la vitesse du mouvement a compté autant que son amplitude. Un troisième indicateur est venu compléter ce tableau. Des projections internes, évoquées dans les cercles d'analyse sud-africains, faisaient état d'un risque de contraction d'environ 1,2% du PIB si la suspension de certains programmes et partenariats devait se prolonger. Ce chiffre, estimatif, n'annonçait pas un effondrement immédiat, mais traduisait la transformation d'une décision politique en variable macroéconomique mesurable. À ce stade, l'événement quittait le champ diplomatique pour entrer dans celui de la planification économique. Ces trois données, variations hebdomadaires, chute instantanée, projection macroéconomique, ont structuré l'ensemble des raisonnements politiques. Les analystes ont cherché à distinguer ce qui relevait d'un effet de panique passager et ce qui annonçait une recomposition plus profonde. Le marché obligataire, bien que secoué, n'avait pas encore franchi les seuils critiques, suggérant une attente collective, celle d'un signal correctif venant de Washington. Mais aucun signal n'est venu. Ce silence a agi comme un multiplicateur de risques. Chaque peur sans clarification renforçait l'idée que l'incertitude n'était pas transitoire. Dans ce contexte, plusieurs rapports ont commencé à intégrer un scénario jusqu'alors marginal, celui d'une diversification accélérée des partenariats financiers et commerciaux sud-africains. C'est ici que l'argument souvent avancé par Ibrahim Traoré dans ses prises de position sur l'autonomie stratégique a trouvé un écho concret. La dépendance à un seul pôle de financement, présentée comme une garantie de stabilité, apparaissait désormais comme un facteur de vulnérabilité systémique. Les chiffres ne faisaient que traduire ce déplacement conceptuel. Le risque n'était plus abstrait, il devenait quantifiable. Enfin, les signaux venus d'autres pôles, asiatiques et eurasiens, ont modifié la lecture des données. Les offres alternatives n'étaient pas interprétées comme des sauvetages, mais comme des options. Le delta entre les pertes immédiates et les perspectives ouvertes créait un espace stratégique inédit. Ainsi, les chiffres ne racontaient pas seulement une crise. Ils révélaient l'émergence d'une marge de manœuvre. Deux lectures opposées se sont imposées dès les premières heures, chacune soutenue par des arguments cohérents. La première défend l'idée d'un leadership assumé. Selon cette thèse, la décision américaine n'aurait rien d'impulsif. Elle constituerait un rappel ferme des règles implicites qui gouvernent les partenariats stratégiques. Exclure Pretoria du G20 et suspendre l'aide serait, dans cette optique, un signal dissuasif destiné à préserver la crédibilité américaine. La rapidité du geste serait même une force. Elle éviterait l'érosion de l'autorité par des négociations interminables et réaffirmerait que certaines lignes ne peuvent être franchies sans conséquences. Pour ses partisans, ce type d'action tranche avec une diplomatie jugée trop permissive et restaure une hiérarchie devenue floue. Face à cela, une lecture inverse s'est développée avec une solidité comparable. Elle considère que la brutalité du message et l'absence de procédure ont surtout révélé une fragilité. Dans cette perspective, l'acte n'aurait pas renforcé la position américaine, mais exposé son imprévisibilité. La sanction publique, non contextualisée, aurait transformé un outil de pression en facteur d'incertitude généralisée.
Les marchés n'y ont pas vu une démonstration de contrôle, mais un risque systémique. Les alliés, eux, ont interprété le silence comme un précédent dangereux. Si une alliance peut être suspendue sans préavis, aucune n'est réellement sécurisée. L'épreuve des faits permet de départager partiellement ces deux thèses. Si l'objectif était la dissuasion, les heures suivantes auraient dû produire un effet de repli et d'isolement. Or, on a observé l'inverse. Les signaux venus d'autres pôles ont été immédiats et synchronisés, preuve qu'un espace s'était ouvert. Ce n'est pas la peur qui a dominé, mais l'opportunité. Même les partenaires traditionnels ont adopté une posture prudente, non par solidarité automatique, mais par calcul. La convergence paradoxale apparaît ici. Les deux camps reconnaissent que la décision a redéfini les rapports. Mais là où la première thèse attendait une consolidation de l'autorité, les faits suggèrent une redistribution des marges de manœuvre. La fermeté n'a pas produit un recentrage autour d'un centre unique. Elle a accéléré une pluralisation des options. Dans cette tension entre intention et effet, se dessine le cœur de la crise. Le véritable basculement ne s'est pas produit sur les marchés, ni dans les communiqués officiels. Il est intervenu au moment précis où Pretoria a cessé d'interpréter la décision américaine comme une sanction isolée, pour la lire comme le symptôme d'un ordre international en mutation. Ce glissement, discret mais déterminant, a modifié la trajectoire de l'ensemble de la crise. À partir de là, l'attente d'un correctif venu de Washington a perdu sa centralité. Les discussions internes ont changé de ton. On ne parlait plus de réparation, mais de repositionnement. Ce passage d'une posture défensive à une logique projective a réduit, presque mécaniquement, la capacité d'intimidation du geste initial. La pression fonctionnait tant qu'elle était subie. Elle s'est dissipée dès lors qu'elle a été recontextualisée. C'est dans cet interstice que certaines analyses du Sud global ont pris une valeur nouvelle. Les mises en garde formulées de longue date par Ibrahim Traoré sur la dépendance à des pôles dominants ont cessé d'être perçues comme idéologiques. Elles sont devenues opératoires, car soudain vérifiables par les faits. Ce midpoint reveal tient donc en une idée simple. La crise n'a pas seulement exposé une vulnérabilité, elle a créé un espace stratégique. Et dans ce vide, l'initiative a commencé à changer de camp. Les effets du basculement ne sont pas restés abstraits. Ils se sont diffusés rapidement à travers 4 ensembles d'acteurs, chacun touché différemment, mais relié par le même facteur d'incertitude nouvellement créé. C'est à ce niveau que la crise révèle sa portée réelle. Pour l'État sud-africain, la première conséquence a été institutionnelle. Les administrations ont dû réévaluer en urgence leur exposition aux programmes suspendus et aux partenariats fragilisés. Cette phase a produit une tension immédiate, mais elle a aussi déclenché un mouvement inverse. La recherche active d'alternatives. La contrainte extérieure a accéléré des réflexions jusque-là lentes, transformant une dépendance subie en variable stratégique à réduire. Ce déplacement n'a pas supprimé le risque, mais il en a changé la nature. Pour les acteurs économiques, entreprises exportatrices, investisseurs et intermédiaires financiers, l'impact a d'abord pris la forme d'une volatilité brutale. La chute du rang et l'attentisme des marchés ont entraîné des reports de décision et une prudence accrue. Mais très vite, une lecture plus nuancée est apparue. Si certains flux se contractaient, d'autres perspectives s'ouvraient. La possibilité de redéployer des partenariats vers des circuits alternatifs a commencé à être intégrée dans les stratégies, non comme un repli, mais comme une diversification. Pour la société civile, les conséquences ont été moins visibles, mais tout aussi structurantes. Les programmes sociaux menacés ont suscité une inquiétude légitime, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cependant, cette inquiétude s'est progressivement doublée d'un débat plus large sur la souveraineté et la résilience collective. Universités, syndicats et médias ont reformulé la crise non comme une humiliation durable, mais comme une question politique de fond. Jusqu'où accepter une stabilité conditionnelle ? Enfin, pour l'environnement géopolitique régional, l'épisode a agi comme un signal.
D'autres capitales africaines ont observé la séquence avec attention, y voyant une illustration de leur propre vulnérabilité potentielle. Ce regard croisé a renforcé des discours déjà présents sur la nécessité d'élargir les options stratégiques. Dans ce contexte, les analyses précises portées par des dirigeants du continent, dont Ibrahim Traoré, ont servi de point de référence pour penser cette transition, non comme une rupture idéologique, mais comme un ajustement pragmatique. Pris ensemble, ces 4 cercles dessinent un même mouvement. La crise a redistribué les contraintes et les opportunités. Elle n'a pas produit un effondrement généralisé, mais une reconfiguration progressive des priorités. C'est à ce niveau que l'on mesure le véritable effet de levier de l'événement. Les 6 à 12 prochains mois s'annoncent cruciaux pour évaluer les répercussions de cet événement. L'absence de réponse officielle immédiate de Washington a ouvert la voie à de multiples possibilités. 3 scénarios peuvent se dessiner, chacun en fonction de la manière dont les acteurs clés réagiront à la dynamique actuelle. Commençons par un scénario de base, celui d'une réorganisation progressive, sans rupture majeure. Dans ce cas, Washington maintient sa position sans chercher à intensifier la pression. Pretoria, de son côté, cherche à stabiliser ses relations avec ses partenaires traditionnels, tout en continuant de diversifier ses alliances, notamment en Asie et en Afrique. Les marchés connaissent une légère érosion, mais les chaînes logistiques évitent les ruptures majeures. L'Europe joue un rôle clé en tant que médiateur, cherchant à éviter une fracture trop profonde entre les acteurs mondiaux. Les institutions multilatérales continuent de fonctionner, mais avec des ajustements techniques. La coopération internationale se fragmente quelque peu, mais ne se dissocie pas totalement. Le résultat est une recomposition progressive, où l'Afrique du Sud consolide lentement une autonomie relative, sans basculer dans un isolement complet. On peut aussi envisager un scénario optimiste, où les partenariats alternatifs se renforcent. Ici, l'effet de la crise est paradoxalement bénéfique pour Pretoria. Les nouvelles alliances, particulièrement avec les économies émergentes, se concrétisent rapidement. L'Afrique du Sud parvient à diversifier ses flux commerciaux, attirer de nouveaux investisseurs et renforcer sa position au sein des organisations régionales africaines. Les acteurs économiques s'adaptent rapidement à cette nouvelle configuration, avec une relance des investissements dans certains secteurs stratégiques. L'impact de l'isolement initial est court-circuité, transformant la crise en opportunité pour revoir les priorités économiques et géopolitiques. Enfin, un scénario pessimiste est possible, marqué par une fragmentation accrue et une pression prolongée. Dans ce scénario, la situation s'aggrave. Les États-Unis intensifient leurs sanctions ou restreignent davantage la coopération avec Pretoria, ce qui exacerbe les tensions politiques et économiques. Les marchés réagissent violemment, provoquant des tensions prolongées sur les devises et les secteurs sensibles, tels que les mines et l'agriculture. Les relations avec les autres puissances mondiales ne suffisent pas à compenser les pertes commerciales et financières. Les institutions sud-africaines se retrouvent sous pression fiscale et sociale, et le climat diplomatique se durcit. Ce scénario conduit à une crise prolongée, où la quête d'autonomie ne parvient pas à atténuer l'impact des sanctions et de l'isolement. Chacun de ces scénarios dépendra de la capacité des acteurs à naviguer dans l'incertitude créée par la crise. L'un des éléments clés résidera dans la capacité de Pretoria à équilibrer ses relations avec les acteurs traditionnels et les nouvelles alliances. À l'échelle mondiale, la crise pourrait aussi bien ouvrir la voie à un nouvel équilibre stratégique qu'à une fragmentation accrue des rapports internationaux. Les répercussions de la crise ne se limitent pas au cercle politique ou économique. Elles touchent également des segments de la société souvent oubliés dans les analyses géopolitiques. 3 groupes, en particulier, ont vu leur quotidien se transformer en réponse à l'événement. Le groupe des acteurs économiques intermédiaires, petites entreprises, exportateurs, cabinets de conseil, a été le premier à ressentir les effets directs. Les entrepreneurs ont dû faire face à une incertitude accrue, avec des retards de paiement et des contrats suspendus. Cependant, au-delà de la nervosité immédiate, plusieurs ont perçu cette situation comme une opportunité de redéployer leur partenariat vers de nouveaux marchés émergents. Ce mélange d'anxiété et de perspective a caractérisé leur quotidien,
une attente active, où chaque nouvelle évolution géopolitique pouvait modifier leur stratégie à court terme. Le secteur social, ONG, hôpitaux, programmes éducatifs, a été directement affecté par la menace de suspension de financements internationaux. Les responsables d'organisations sociales ont dû ajuster rapidement leurs plans en fonction de la crise, trouvant parfois des solutions locales pour pallier les financements absents. Cependant, cette incertitude a également donné naissance à une réflexion plus large sur la résilience institutionnelle. De nombreux acteurs ont commencé à rechercher des financements régionaux ou à renforcer leurs réseaux locaux, cherchant à réduire la dépendance à des bailleurs extérieurs. Dans l'espace public, les universités, syndicats et collectifs civiques ont vu l'occasion de redéfinir leur rôle face aux transformations géopolitiques. Les discussions ont laissé place à des débats plus profonds sur la place du pays dans l'ordre global. L'idée de la souveraineté collective, autrefois réservée aux cercles politiques, a pénétré les milieux populaires et académiques, alimentant un sentiment de réappropriation politique et de changement nécessaire. Ainsi, bien que la crise soit née d'un geste international, ses conséquences ont eu un impact concret sur la société sud-africaine à tous les niveaux. Pour que la crise ne devienne pas une parenthèse historique, il est crucial de mettre en place une feuille de route claire et mesurable. Les prochaines étapes doivent être visées à renforcer l'autonomie stratégique tout en consolidant les relations avec les acteurs traditionnels et en diversifiant les partenariats. Une première étape consiste à réaliser un audit complet des vulnérabilités économiques et géopolitiques révélées par la crise. Cet audit doit inclure une évaluation détaillée des secteurs les plus exposés, finances, commerce, infrastructures, et des indicateurs de résilience pour chaque domaine. Cela permettrait d'élaborer des stratégies de compensation progressive pour atténuer les impacts des sanctions ou de l'isolement. Une deuxième étape vise à sécuriser 3 à 5 partenariats stratégiques, non seulement dans des secteurs clés, énergie, technologie, finance, mais aussi en renforçant les relations bilatérales et régionales. Chaque accord doit être structuré autour de critères vérifiables et révisables, avec des clauses de révision semestrielles pour éviter les asymétries dans les relations commerciales. Une troisième étape consiste à renforcer les programmes sociaux à travers un mécanisme de cofinancement régional. Plutôt que de dépendre exclusivement des bailleurs occidentaux, les programmes de santé et d'éducation doivent être renforcés par des partenariats locaux ou continentaux. Ce modèle de cofinancement garantirait la stabilité sociale tout en évitant la dépendance excessive à un seul pôle. Une quatrième étape doit renforcer la diplomatie multilatérale et régionale. La priorité doit être de redéfinir la place de l'Afrique du Sud dans les instances mondiales, mais aussi de renforcer ses alliances au sein de l'Union africaine et d'autres plateformes internationales. Enfin, il est essentiel de mesurer l'évolution de ces initiatives à travers un rapport annuel indépendant qui évaluera à la fois les progrès économiques et la résilience sociale. Ibrahim Traoré l'avait dit depuis longtemps. La véritable autonomie stratégique ne se trouve pas dans la soumission à un ordre mondial unilatéral, mais dans la capacité à naviguer entre les forces dominantes sans perdre son identité. La crise actuelle ne fait que confirmer cette réalité. Au cœur de cette rupture, Pretoria a cessé de se considérer comme une victime de l'impérialisme occidental pour commencer à se voir comme un acteur capable de redéfinir ses priorités. Le geste américain, loin d'être une fin en soi, a agi comme un catalyseur. Il a poussé l'Afrique du Sud à regarder ses vulnérabilités non comme des faiblesses, mais comme des points de départ pour construire une résilience nouvelle. Les autorités sud-africaines, les entreprises, mais aussi les citoyens, ont perçu dans cette crise une opportunité de refuser la dépendance à un seul pôle de pouvoir et de s'engager dans un nouveau paradigme de souveraineté partagée. Dans cette dynamique, l'image de ce diplomate du ministère des Affaires étrangères, figé face à l'écran lors de la première annonce, devient symbolique. Ce moment d'incertitude est désormais le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la souveraineté et la place de l'Afrique du Sud dans un monde multipolaire. L'événement qui a bouleversé la relation entre Washington et Pretoria ouvre une réflexion bien plus large.
Comment réagissez-vous à ce basculement géopolitique? Est-ce que simplement une crise passagère ou un tournant décisif dans la manière dont les nations du Sud global s'engagent face aux puissances traditionnelles? Peut-être cette crise représente-t-elle un nouveau chapitre, où les pays africains, comme l'Afrique du Sud, redéfinissent leur place dans le monde, sans dépendre d'un seul acteur global. Est-ce la fin de l'ère d'unilatéralisme, ou un simple signe avant-coureur de nouvelles ruptures à venir? Les décisions de demain ne se prendront pas seulement dans les capitales mondiales, mais aussi dans la manière dont les sociétés civiles, les entreprises et les citoyens réagiront face à cette redéfinition stratégique. L'Afrique du Sud et d'autres nations du Sud global auront-elles les moyens de tracer leur propre voie? Il est temps de poser ces questions et de commencer à imaginer les réponses. Vous, quel avenir voyez-vous se dessiner pour l'Afrique du Sud dans ce monde en mutation?